Bonjour et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Bonjour Éric Méchoulan, Bonjour Antoine Mercier. ancien chef de l'analyse stratégique et de la prospective à la DGSI. Vous enseignez la géopolitique en master à Dauphine. On va poursuivre donc avec vous cette série d'entretiens consacrés à l'analyse du mémorandum signé entre les États-Unis et l'Iran. C'est un texte qui fait l'objet de diverses interprétations, souvent contradictoires. On se perd par ailleurs en conjectures sur la stratégie américaine, sur les véritables intentions de Donald Trump. On va donc essayer d'y voir un peu plus clair grâce à vous. Première question, Éric Méchoulan, que faut-il principalement retenir de ce mémorandum d'entente, donc en anglais Memorandum of Understanding, qui a pour paisible acronyme le MOU? Alors, vous me demandez quelque chose que je n'aime pas faire, c'est-à-dire de commenter l'actualité à chaud sans recul. Je vous rappellerai que quand André Malraux est allé voir Chou En-lai et lui a demandé ce qu'il pensait de la Révolution française, Chou En-lai lui a répondu trop tôt pour le dire. Donc, je serais tenté de vous dire un peu la même chose. Il est possible que ce texte transforme pendant quelques mois ou années le Moyen-Orient. Il est possible aussi que dans 2 semaines, il soit dans les poubelles de l'histoire. Donc, de ça, c'est sûr, c'est trop tôt pour le dire. Ce que contiennent les 14 points du mémorandum, très, très wilsonien, hein, 14 points, c'est quatre grandes idées. Un, la création d'une zone de sécurité globale par la désescalade, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat et permanent sur tous les fronts, y compris le Liban, une non-agression mutuelle, un respect de la souveraineté de tous les acteurs, y compris l'Iran bien sûr, et la négociation d'un accord final dans un délai de 60 jours. 60 jours à partir du moment où il est signé par les deux parties. Ce qui n'est pas encore fait. Ensuite, il y a un volet maritime et militaire, avec la levée du blocus naval américain, le retrait des forces américaines qui sont proches de l'Iran, la garantie iranienne du libre passage dans le détroit d'Ormuz et des pourparlers avec Oman sur sa gestion future. Il y a un troisième volet qui est économique, c'est-à-dire la levée progressive de toutes les sanctions américaines et onusiennes qui pèsent sur l'Iran, des dérogations immédiates pour les exportations pétrolières iraniennes, ce qui est pour eux l'essentiel, le déblocage total des avoirs iraniens gelés, ce qui est énorme, plus un plan de reconstruction d'au moins 300 milliards de dollars financé par les partenaires régionaux. Et puis un quatrième volet qui est nucléaire et institutionnel, c'est-à-dire la réaffirmation du refus iranien de l'arme nucléaire, refus qui a été un peu extorqué, la dilution sur site de l'uranium enrichi sous supervision de l'AIEA, un statu quo jusqu'à l'accord final, ce qui nous rappelle que ce texte n'a rien de final, un mécanisme exécutif de supervision et une validation finale prévue par une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir ce que vous avez dit, c'est un MOU, c'est-à-dire un protocole d'entente qui n'a rien d'un traité, qui a une portée juridique presque nulle, et le texte précise lui-même qu'il ne s'agit pas d'un accord de paix. Donc, c'est un format qui permet à l'exécutif iranien de contourner son Parlement, alors que du côté américain, il expose Trump à une bataille interne, puisque la loi américaine INARA, hein, le Iran Nuclear Agreement Review Act de 2015, impose en principe un examen du Congrès avant toute levée de sanctions nucléaires. Et certains élus, justement, veulent au contraire prolonger l'Iran Sanctions Act, qui est censé expirer cette année. Donc, du côté iranien, le Conseil suprême de sécurité nationale a dit clairement qu'il ne considérait pas non plus le texte comme définitif. Donc, comparer ce mémorandum à des textes qu'on a déjà vus, comme le JCPOA de 2015 ou d'autres traités dans le passé, n'a aucun sens juridique. La deuxième chose à laquelle je pense en regardant ce texte, plus qu'en le lisant d'ailleurs, c'est qu'il tourne le dos à tous les principes contemporains du droit international, et notamment au principe de l'effet relatif des traités. Pacta tertis nec nocent nec prosunt, et à l'article 34 de la Convention de Vienne. En gros, un accord ne peut engager un État tiers sans son consentement. Or ici, Israël est un tiers qui est engagé par l'accord. Alors évidemment, ce n'est pas un traité, donc la Convention de Vienne ne s'applique pas à ce texte, mais ce texte tourne le dos à l'esprit du traité et nous rappelle des précédents historiques très différents. Moi, ça me fait penser à la conférence de Berlin de 1884-85, quand les puissances européennes se partagent l'Afrique, ou au traité de Fès de 1912, quand la France et l'Espagne se partagent l'influence au Maroc
Dans le premier cas, on n'a rien demandé aux Africains, et dans le second, on n'a rien demandé aux Marocains. Plus proche de nous, ça rappelle un peu Munich, où la Tchécoslovaquie est sacrifiée entre des Français, des Anglais, des Allemands, sans que les Tchèques soient consultés, voire Yalta. Donc, avant la création de l'ONU et la Convention de Vienne de 69, le droit international reposait sur deux piliers qui permettaient ces abus: la légitimité de la force. Un traité signé sous la menace était légitime et juridiquement valide. Et puis la reconnaissance mutuelle. Lorsque les puissances de l'époque s'accordaient pour dire qu'un territoire, par exemple, appartenait à l'une d'elles, ça devenait une norme juridique internationale, quelle qu'ait pu être la vie des populations locales. Et aujourd'hui, théoriquement, un tel schéma est juridiquement impossible. La Convention de Vienne et le principe d'autodétermination des peuples l'interdisent. Mais là, on voit bien que des puissances se mettent à redessiner le sort d'une région et à engager un tir indépendamment de son consentement. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un traité, mais c'est vraiment un grand pas en arrière sur plus d'un demi-siècle de droit international. Voilà, dont on fait des gorges chaudes par ailleurs, mais quand même sur le fond, l'impression générale, c'est que l'Iran a gagné, c'est que le régime des mollahs sort en tout cas renforcé. Alors, est-ce qu'on peut dire ça malgré tout quant aux clauses elles-mêmes, si on les prend une à une, qu'elles soient financières ou qu'elles soient sur le nucléaire ou sur l'autonomie de l'Iran? Alors, le camp conservateur aux États-Unis, qui soutenait jusqu'à ce texte Donald Trump, dénonce effectivement un texte humiliant, une diplomatie d'apaisement, une reddition déguisée en victoire. Ce serait un peu comme Munich en position de force. On impose sa volonté à l'adversaire et puis finalement on recule. En réalité, l'exercice de coercition a échoué et d'une certaine manière, pour la première fois dans l'histoire, on voit le vainqueur qui décide de s'humilier en quelque sorte devant le vaincu. C'est l'image que ça donne. On va voir que c'est un peu plus compliqué. Il est probable que Trump et son équipe qui ont décidé de partir en guerre se sont mis dans un guêpier dont ils n'ont pas su se tirer, un peu comme Poutine en Ukraine, et qu'à un moment, en homme d'affaires, ils ont décidé de se retirer parce que ça ne valait pas la peine de rester. Et ils rendent 150 à 200 millions de dollars par jour de revenus pétroliers garantis pour les Iraniens, avec tout ce qu'on a dit sur le déblocage des avoirs, les fonds de reconstruction. Donc, ce sont des réparations de guerre versées aux vaincus, alors que dans l'histoire, en général, on verse les réparations de guerre aux vainqueurs. Donc ça, c'est un peu du jamais vu. Et d'ailleurs, les 50% des républicains et en gros des électeurs MAGA, donc de Trump, réclamaient un changement de régime en Iran, alors que les démocrates, eux, paradoxalement, vont soutenir l'administration Trump dans cette affaire. Enfin, paradoxalement, ça va plus dans leur sens, mais il est évident qu'il y a un calcul politique derrière tout ça. Les républicains voteront de toute façon républicains aux midterms, et les indécis qui n'ont pas décidé de voter démocrate seront contents de voter pour quelqu'un qui a mis fin à la guerre. Il ne faut pas oublier une chose très importante dans cette histoire, c'est que la guerre, qui paraît évidente à des tas d'acteurs de la région, n'a jamais été justifiée aux États-Unis. On n'a jamais dit clairement aux Américains pourquoi leur armée était partie faire la guerre. On n'a jamais décrit la situation, on n'a jamais défini des buts de guerre. Donc, comme on ne les a pas définis, on ne peut pas savoir si on les a atteints ou pas. Toutes les théories qui ont fleuri aux États-Unis à propos du complot juif et de Trump marionnette d'Israël, et là, on voit clairement que c'est l'inverse, et c'est on ne peut plus clair. Ça montre aussi que les Américains n'ont pas compris leur relation avec l'Iran, ni le peuple, ni les dirigeants. Lorsque l'Iran appelle les États-Unis le grand Satan, ce n'est pas une insulte, c'est une définition. Pour le pouvoir iranien, les États-Unis, ce n'est pas un ennemi auquel il faut imposer sa volonté, c'est une puissance maléfique qu'il faut éliminer. Et c'est, à ma connaissance, la première fois dans l'histoire qu'on voit un, un État menacé de destruction. Alors, certes, les Iraniens n'ont pas les moyens de détruire les États-Unis, mais ils le souhaitent, ils le disent, qui a les moyens, lui, d'éliminer une menace et qui ne l'utilise pas, qui n'utilise pas ce moyen. Donc ça, c'est très curieux. Du côté iranien, il faut voir la réalité. C'est un régime affaibli qui est dans une logique de survie. Sur le terrain, le programme nucléaire, l'arsenal balistique et le complexe militaro-industriel sont largement détruits. Avec une inflation supérieure à 80% et un rial en chute libre,
c'est un pays qui se porte quand même très mal. Et la reconstruction militaire est quasi impossible à court terme. Et cette reconstruction ne peut être faite que dans le cadre d'une union nationale qui n'existe plus, que la répression a rendu impossible. Il y a une paranoïa sur le contrôle de l'information, avec des ultra-conservateurs, donc le Front de la Persévérance, qui accusent leur propre gouvernement de capituler. Donc nous, vous me dites Trump a capitulé, c'est ce dont on a l'impression, mais en Iran, vous avez des gens qui disent c'est l'Iran qui a capitulé. D'ailleurs, on ne sait pas très bien qui négocie pour l'Iran, parce qu'on ne sait plus très bien qui est à la tête de l'Iran. Donc tout ça est quand même assez confus, et l'Iran ne négocie certainement pas en position de force. C'est un sursaut de survie. Ce Et que je souligne quand même, c'est que Trump ne prend pas, selon vous, la mesure de la visée, on va dire, métahistorique, métaphysique de l'Iran, là, parce que les Iraniens, eux, savent très bien qui sont les Américains. En gros, c'est ça aussi. mais pas, les Iraniens ne savent pas qui sont les Américains. Les Iraniens ont défini les Américains dans une grille de lecture islamique chiite très claire. Les Américains n'ont absolument pas compris qui étaient les Iraniens, mais pas seulement Trump. L'équipe Obama non plus et le peuple américain non plus. D'ailleurs, les Américains viennent de jouer leurs cartes en mettant ce texte sur la table, en pensant en termes d'élection. Les Iraniens pensent en termes de génération. Donc, effectivement, on peut voir une victoire politique réelle malgré les divisions au sein de l'élite conservatrice à Téhéran, une victoire politique réelle pour l'Iran. Mais le régime est quand même dans une logique de survie, c'est-à-dire que il se passe un peu en Iran l'inverse de ce qui se passe en Israël. Les Israéliens perdent souvent politiquement les guerres qu'ils gagnent militairement. Les Iraniens viennent de perdre militairement une guerre qu'ils sont en train de gagner politiquement. Mais pourquoi? Parce que dans tous les cas, le reste du monde en décide ainsi. Alors, moi, je ne dirais pas que c'est une capitulation américaine devant l'Iran, ni une victoire stratégique iranienne absolue. Je mettrais un bémol. Certes, si on estime que l'objectif stratégique de l'Iran était de survivre, bah, il a atteint son objectif. Il survit, alors qu'on espérait que le régime s'écroulerait. Quand je dis on en parlera peut-être un peu après, parce que ce n'est pas si clair que ça non plus. Mais beaucoup de gens, sans doute vous, d'après la question que vous m'avez posée, espéraient une chute du régime. Il est survie, donc il a gagné. Les Américains voulaient imposer leur volonté aux Iraniens. Est-ce qu'ils ont réussi? Ils disent que oui, puisque finalement, ils ont démantelé l'arsenal nucléaire et ça suffit, c'est ce qu'ils voulaient. Le bémol que je mettrais à cette image d'un pouvoir iranien qui a gagné, c'est que pour l'Iran, la raison d'être du système n'est pas uniquement la survie. Israël a pour objectif stratégique régional la survie, c'est-à-dire l'élimination des menaces qui pèsent sur le pays. Israël n'a pas d'autre objectif stratégique que la survie permanente. L'Iran, non. L'Iran a au cœur de sa raison d'être la projection de puissance. Ce qu'on appelle l'axe de la résistance aux États-Unis, c'est ça. C'est la projection de puissance dans la région, la peur diffusée par le terrorisme au-delà de la région, le contrôle du détroit d'Ormuz, et tout ça est mis en question. Il va falloir des années pour reconstruire le pouvoir de nuisance régionale et mondiale qui vient d'être détruit, et ça va être difficile avec un État discrédité. Donc, c'est un compromis un peu bizarre qui oblige les Iraniens à faire eux-mêmes un compromis entre la reconstruction et la justification de leur propre existence de chef de file de l'anti-occidentalisme dans le monde. Et les Iraniens n'aiment pas ça non plus. Donc, ce n'est pas une capitulation de l'un ou de l'autre, c'est une cote mal taillée. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de cet entretien, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donc nous aider à nous développer, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et qui vous mènera jusqu'au site Buy Me a Coffee où vous y trouverez plusieurs options pour soutenir la chaîne Mosaïque. Merci vraiment à toutes et à tous. Et nous reprenons donc maintenant notre entretien. Cela dit, sur le point du mémorandum concernant le nucléaire, il y a cet article 8 qui commence comme ça. La République islamique d'Iran réaffirme qu'elle ne produira jamais d'armes nucléaires. Donald Trump disait hier, tout le monde sait que l'Iran acceptera de vastes inspections afin de garantir son honnêteté nucléaire aujourd'hui comme à l'avenir. On reste quand même très perplexe sur cette question qui manifestement tombe du côté de l'Iran, si je puis dire, puisqu'on sait très bien que la crédibilité qu'on peut accorder à cette promesse, c'est quand même... Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.
Bon, votre réponse est claire. Malgré donc ce caractère quand même proliférant, exubérant, paradoxal des déclarations du président des États-Unis, est-ce qu'on peut malgré tout décerner quand même une certaine logique dans cette stratégie américaine, malgré tout, même s'il y a un aveuglement sur le fond? Alors, si on écoute les propos de Donald Trump, il n'y a aucune logique. Parce qu'en 4 mois, la rhétorique du président américain a connu un changement à 180 degrés. Un jour, il faut faire tomber le régime, un jour, il ne faut pas. Un jour, il faut bombarder, un jour, il ne faut pas bombarder. Il a dit à peu près tout et son contraire. Il a encouragé en janvier, en février dernier, les Iraniens à renverser leur régime en leur promettant que l'aide était en route et que l'heure de la liberté était proche, d'après ses propos, je crois m'en souvenir. Et puis, il a récemment déclaré au Wall Street Journal qu'un changement de régime ne l'avait jamais intéressé et a qualifié la nouvelle direction iranienne d'interlocuteur le plus rationnel jusqu'à présent. Donc, si on reste à ce niveau de compréhension en écoutant ce que disent les uns et les autres, c'est incompréhensible. On a l'impression effectivement que on est dans une absence de logique totale. Je pense en revanche qu'il y a derrière ça une rupture doctrinale assumée et pas du tout une lubie. Et que les Américains n'ont jamais souhaité renverser le régime iranien, ce que je vous avais dit lors de notre dernier entretien. On va rétro-pédaler un petit peu pour prendre un peu de recul. Pendant la guerre froide, l'intérêt américain coïncidait avec la diffusion de la démocratie et de l'économie de marché. C'était leur intérêt. Donc, ils ont promu effectivement la démocratie et l'économie de marché, c'est-à-dire le libéralisme politique et économique dans le monde. Et ce cadre, qui a été construit entre 1950 et 1990 et qui a un peu perduré après, ne correspond plus à ce qui se passe aujourd'hui. Et la nouvelle stratégie de sécurité nationale de 2025 le dit très clairement. Elle abandonne la compétition entre grandes puissances pour un retour aux sphères d'influence, c'est-à-dire pour les États-Unis une sorte de doctrine Monroe bis et une logique transactionnelle. La question des principes démocratiques, la question du droit international sont absentes. Les États-Unis ne veulent plus en entendre parler aujourd'hui. En gros, ils ont dit au monde l'année dernière, la promotion de la liberté économique et politique, c'était ce que nous faisions jusqu'à présent parce que c'était notre intérêt, ce n'est plus notre intérêt aujourd'hui. Regardez ce qui se passe avec l'OTAN. Les Américains retirent leurs troupes d'Europe et disent aux Européens, maintenant, c'est à vous de faire face et on vous transfère le fardeau. Donc, les Américains sont dans une logique de retrait, d'où la clémence vis-à-vis de la Russie. Euh, donc, pour l'Iran, on peut comprendre ce qui se passe avec l'Iran que dans cette logique-là. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, c'est l'article de Kenneth Waltz en 2012 dans Foreign Affairs, dans lequel ce penseur de géostratégie très influent aux États-Unis explique qu'un Iran nucléaire est une bonne chose et stabilisera la région par la dissuasion mutuelle plutôt que le contraire. Parce que la possession de l'arme nucléaire rend nécessairement rationnelle et donc il ne faut pas l'empêcher. C'est un tissu d'ânerie. Je n'ai aucun respect pour ce monsieur. En revanche, que la plus grande revue d'affaires internationales du monde, Foreign Affairs, le publie, est un signe que l'idée d'un Iran fort est déjà ancrée dans l'establishment américain. Qu'est-ce qui se passe en 2009? Obama abandonne les Iraniens qui se rebellent, comme Trump les abandonne en 2025-2026. Et que fait Obama avec le JCPOA en 2015? Il promet aux Iraniens qu'ils auront à terme l'arme atomique. Donc en fait, il y a une logique très profonde qui s'enracine dans quelque chose dans une pensée de post-guerre froide bien antérieure à Trump. Alors évidemment, il y a des motifs immédiats. Il y a le calendrier des midterms de novembre dont on a parlé, il y a le besoin de calmer les marchés, l'inflation, de faire baisser le prix de l'essence, par la réouverture du détroit d'Ormuz et d'arriver aux États-Unis en disant nous avons un succès diplomatique. Je suis persuadé, sans être dans les coulisses de l'histoire, qu'il y a un volet chinois à cette affaire. L'Iran veut vendre son pétrole au prix du marché, parce que sous sanction, il ne peut pas. Or, jusqu'à présent, ça a été un marché captif pour Pékin.
les Chinois achetaient le pétrole iranien au prix qu'ils voulaient, puisqu'ils étaient la seule source de devises. Donc les Iraniens étaient obligés de vendre au-dessous du prix du marché. En levant les sanctions, les Iraniens peuvent augmenter le prix du marché. Donc la Chine doit payer son pétrole plus cher. Et la Chine, ça va lui coûter très cher économiquement. Donc c'est une manière d'affaiblir les Chinois, de lever les sanctions iraniennes. En même temps, les Chinois, ils ont besoin de ce pétrole. Donc ils ne voulaient pas d'un détroit d'Ormuz fermé trop longtemps. Je ne crois pas que ce soit un hasard que la guerre s'arrête si vite le lendemain de la rencontre entre Trump et Xi Jinping, c'est-à-dire un mois après. Ce n'est pas non plus par hasard que le médiateur de l'affaire est le Pakistan, qui est le grand allié des Chinois. Donc, il y a une logique. Il y a une logique dans tout ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'Iran, quelle est la logique pour que l'Iran reste une puissance dans la région pour les États-Unis? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas un régime favorable? Enfin bon. Alors, Trump et ses négociateurs privés, enfin son équipe, Kushner, Witkoff et quelques autres derrière, pas forcément tout le département d'État ni le département de la Défense, pensent la région en termes de marché administré, à gérer, exploiter, en balayant d'un revers de manche les enjeux idéologiques. Donc l'accord qu'on a là, c'est un accord qui est fait par des agents immobiliers qui n'ont rien compris à la région et qui intègrent un modèle allemand et japonais. On gagne, on reconstruit, on achète la paix. Les États-Unis n'ont jamais fait la guerre pour renverser le régime, ni pour démanteler le Hezbollah, ou le Hamas, ou les Houthis, ni pour faire avancer la région tout entière vers la paix. En fait, ils ont même intérêt à garder un épouvantail régional pour tenir leurs alliés arabes en laisse, en particulier les monarchies du Golfe, dont ils ont besoin financièrement. Imaginez un Iran libéré des mollahs, qui deviendrait rapidement une extraordinaire puissance régionale, allié d'Israël, écrasant de son économie et de sa créativité toutes les monarchies sunnites de la région. En revanche, un Iran aux mains des mollahs oblige Israël à rester en guerre sur plusieurs fronts et les deux s'en sortent économiquement affaiblis. Donc c'est l'intérêt de tous les pays arabes sunnites de la région qui détestent profondément l'Iran de le garder aussi, comme c'est l'intérêt des Américains. Et les Saoudiens, qui sont les grands rusés du désert, se disent mieux vaut un ennemi affaibli qu'on connaît, un désordre qu'on ne maîtrisera pas, ou un avenir encore plus incertain. En ce sens-là, il n'y a de capitulation américaine que pour ceux qui projettent sur les États-Unis d'aujourd'hui l'identité des États-Unis du siècle dernier. Je peux même vous prouver en 2 mots que personne aux États-Unis n'a voulu renverser le régime iranien. Tout simplement, pourquoi? Depuis quand sait-on que les Iraniens préparent une bombe nucléaire? Depuis 25 ans. Depuis 25 ans, on parle de renverser ce régime et de démanteler le système industriel iranien, en tout cas la logique, la ligne de production de l'arme nucléaire. Ce qui fait que la CIA avait 25 ans pour préparer un changement de régime. Or, lors des troubles de cette année, il ne s'est rien passé. Les manifestants ont été pris en enfilade par des mitrailleuses dans les rues, n'ont pas été armés, aucun réseau n'a été organisé, aucune cache d'armes n'a été préparée aux alentours de l'Iran pour faire rentrer massivement des armes au moment du soulèvement pour que les gens s'en emparent et puissent attaquer le régime. Rien n'a été préparé. Le fait que rien n'a été préparé vous prouve qu'on n'a jamais voulu renverser le régime. Alors, est-ce que quand même la crédibilité des États-Unis n'est pas entamée, notamment vis-à-vis de ces pays du Golfe, de ces alliés du Golfe? Est-ce qu'ils ne vont pas vouloir changer, réviser leur stratégie, leur alliance? C'est très compliqué de savoir ce qu'ils ont envie de faire, parce que sur le sujet, j'ai lu à peu près tout et son contraire. En fait, il y a un recentrage stratégique américain vers le bloc sunnite, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, aux dépens d'Israël. Le Qatar joue ici, dans notre affaire, un rôle clé, et même pas discret. Il y a un accord financier avec Téhéran secret qui a été révélé, et puis il y a un rôle de financement de la reconstruction de l'Iran aujourd'hui qui est ouvertement sur le papier. C'est à mettre en regard avec la tournée de Trump dans le Golfe de mai 2025, c'est-à-dire en même temps
que la publication de la stratégie de sécurité américaine. À cette époque-là, Trump a obtenu de près de 300 milliards d'investissements saoudiens, l'achat de 210 Boeing par Qatar Airways, des contrats de défense majeurs, des accords sur l'intelligence artificielle avec les Émirats, et de manière générale, un financement massif de l'économie américaine. Là, maintenant, il vient d'obtenir de ces mêmes pays un déblocage de milliards de dollars en faveur de l'Iran. En fait, ces monarchies n'ont pas les moyens d'une guerre contre l'Iran et elles veulent une paix immédiate à tout prix parce que contrairement à Israël, elles ne peuvent pas se défendre contre des bombardements iraniens. Imaginez un truc tout simple. Si l'Iran bombarde les usines de désalinisation de l'eau saoudienne, les Saoudiens ne peuvent plus boire. C'est 2 missiles. Ils veulent une paix immédiate. Et comme les Américains savent qu'ils la veulent, ils leur font payer cette paix sous forme d'investissement obligé. Donc, comme je vous ai dit, ces monarchies du Golfe préfèrent un ennemi connu et affaibli à un avenir incertain, ils sont prêts à payer. Et c'est moins une révision d'alliance qui est en train de se faire qu'une dépendance financière et sécuritaire croisée qui se resserre. Les Américains continueront à protéger les puissances sunnites de la région en échange de leur obligation de payer tout ce que les Américains demanderont. C'est ça que je vois. Alors, venons-en peut-être à la relation avec Israël. L'alliance supposée unbreakable entre les deux pays, est-ce qu'elle est en train de se rompre? Et dans quelle mesure se dégrade-t-elle en tout cas? Israël a été exclu des négociations dans l'affaire du Mou, n'a pas eu accès au texte avant sa signature et se voit imposer le cessez-le-feu au Liban, qu'il rejette d'ailleurs. Le vice-président Vance a publiquement reconnu une divergence d'intérêts entre les deux pays. C'est quand même un message politique assez fort. Les exigences sécuritaires vitales d'Israël ont été totalement retirées de l'ordre du jour. La destruction de l'arsenal balistique iranien, le démantèlement des milices en Iran, à Gaza, l'affaiblissement des Houthis, tout ça a disparu. Et Trump a même critiqué l'action israélienne au Liban comme disproportionnée. Parce que les Israéliens, en voulant survivre d'une certaine manière, mettent en péril ce montage politico-financier dans le Golfe. Israël est prié de renoncer à sa survie pour rendre possible l'accord, le nouvel accord d'affaires entre les États-Unis et les monarchies du Golfe. Mais si les Israéliens sont les dindons de cette farce, ce ne sont pas les seuls. Les États-Unis ont quand même laissé tuer 40 000 Iraniens environ sans scier, comme les Kurdes ont été abandonnés à répétition dans les décennies passées. Peut-être que demain, les Libanais vont être également abandonnés à l'occupation du Hezbollah dont ils rêvent de se défaire en grande majorité. Peut-être même que les Syriens vont être abandonnés et offerts en pâture à Al-Qaïda, à qui Trump a confié le pays, avec d'ailleurs un mentor turc qui lui demande de préserver le Hezbollah sur place parce qu'il a besoin de garder la puissance du Hezbollah, la puissance de nuisance du Hezbollah. Donc les Israéliens voulaient profiter des événements pour débarrasser la région de tous les fauteurs de guerre et de tous les promoteurs du fanatisme. Et en fait, ce dont on se rend compte dans cette histoire, c'est que strictement personne ne partage cette ambition. Lisez le livre Ally, My Journey Across the American-Israeli Divide de l'ancien ambassadeur israélien aux États-Unis Michael Oren, et il vous explique l'incompréhension entre l'équipe Obama et Israël, avec une nouvelle donne de la relation bilatérale qui continue à se poursuivre, enfin, qui se poursuit, si vous voulez. On a pu croire que Trump allait rompre avec cette politique américaine. En fait, non. Et je vous dirais même mieux, Trump et Netanyahou ont tous les deux intérêt à se séparer publiquement. Parce que Trump doit montrer à ses électeurs qu'il n'a jamais fait la guerre pour satisfaire les intérêts israéliens, parce qu'il n'est pas la marionnette des Juifs à l'occasion des midterms qui s'annoncent. Et Netanyahou, qui va également aux élections dans quelques mois,
doit pouvoir dire à ses électeurs qu'il n'est pas tenu en laisse par les Américains. Donc, ce qui se passe est quelque chose d'engagé depuis longtemps et qui, d'une certaine manière, avantage les deux acteurs. En revanche, ce qui est vrai, c'est que cette rupture structurelle et plus profonde, elle est déjà engagée. Les Israéliens et les Américains négocient un nouveau cadre de défense pour remplacer alors leur mou. Ils ont un accord décennal qui expire en 2028 pour, qui porte sur le financement militaire américain. Et l'objectif affirmé par Benjamin Netanyahou, c'est de réduire ce financement militaire d'Israël par les Américains à zéro en 2038. L'actuel texte prévoit d'ailleurs la fin progressive d'ici l'année fiscale 2028 de la disposition qui permet à Israël de dépenser une partie du financement militaire étranger pour sa propre industrie. Donc, il y a une vraie volonté du côté israélien de transformer la relation parrain-client en partenariat réciproque, appuyé sur la solidité d'une industrie de défense israélienne, avec des coproductions d'armement, notamment des nouvelles armes, comme les armes à énergie dirigée, et sur le programme de souveraineté technologique d'Israël. Regardez les investissements en termes de puissance de calcul souveraine, d'ordinateurs quantiques national, d'intelligence artificielle. Donc, cette alliance unbreakable n'est pas rompue dans son principe, mais elle évolue vers une relation moins dépendante et plus transactionnelle, ce qui est totalement en phase avec la doctrine Trump de ne créer des relations que transactionnelles avec tous les partenaires. Et ça satisfait son désengagement progressif de la région. Et ça, Netanyahou l'a compris bien avant les autres politiciens israéliens, voire à la place de ceux qui n'ont pas encore compris. Alors, certes, les Israéliens sont toujours dans une logique de vassal. Ils dépendent aujourd'hui et pendant encore des années, parce qu'un programme industriel, c'est 10 ans, ils dépendent aujourd'hui des munitions et des pièces détachées américaines. Donc, ils ont les pieds et les mains liés, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et donc, en se soumettant à l'accord, Israël reviendrait à sa situation de vulnérabilité politique du 6 octobre 2023, Justement, face en face à attendant, un axe c'est- on remet le pendule à zéro face à un axe de la résistance qui va petit à petit se reconstituer financièrement. Et si Israël tente de pousser l'Iran à la faute en redéclenchant la guerre pour mener à bien ses objectifs d'élimination des groupes terroristes avoisinants, il sera le méchant, il sera le juif fauteur de troubles. Donc Israël annonce ne pas se considérer lié par le texte et dit qu'il poursuivra ses opérations de sécurité, mais seul et sans la légitimité et sans le soutien de son allié américain, avec le monde entier qui va le pointer du doigt comme le responsable des désordres de l'instabilité régionale, alors qu'en fait c'est l'inverse. Et c'est Israël va prendre le rôle de l'Iran comme État paria. En ce sens, Trump a piégé les Israéliens. Et c'est là que les Israéliens vont devoir faire preuve d'une imagination politique exceptionnelle pour sortir de ce piège. mais est-ce qu'Israël, en attendant 2038, enfin en attendant cette autonomie, est-ce qu'Israël est selon vous en danger, puisque finalement, comme vous nous l'avez dit, tous ces groupes terroristes qui cherchent à détruire Israël reprennent leur travail, si je puis dire, un peu à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a un danger réel? Ils sont très considérablement affaiblis aujourd'hui. Ils vont recouvrer leur capacité de nuisance au prorata des investissements que consentira l'Iran, et l'Iran les consentira au prorata des rentrées financières promises par les Américains. Oui, Mais ça dépendra de l'étroitesse ou de la largeur du tube, ça dépend de la manière dont on le regarde. parce qu'il y a quand même la question nucléaire qui est centrale à nouveau, c'est-à-dire combien de temps ou que faut-il pour les Iraniens pour fabriquer une arme nucléaire, donc même on parle d'une arme atomique sale éventuellement. Est-ce que ça peut pas se faire plus rapidement qu'on imagine maintenant? C'est difficile à dire parce qu'il faut vraiment être sur place ou être dans les services secrets américains ou israéliens pour savoir l'état des lieux. On pense que le stock actuel est considérable, soit environ 460 kg d'uranium enrichi à 60%, c'est-à-dire l'équivalent de 11 bombes potentielles en cas d'enrichissement rapide. Et tout le monde sait que les 60 jours promis avant un accord final par le MOU dont on parle vont être 60 jours d'accélération massive de tous les programmes clandestins iraniens, quitte à ce que les Iraniens n'aient plus de quoi manger. Et n'oubliez pas, le problème balistique et les drones ne sont pas traités dans le texte. Vance a même justifié la possession
de missiles balistiques par l'Iran au nom de l'équilibre régional et du droit de l'Iran à se défendre. Donc, tous ces programmes vont être remis à l'ordre du jour par l'Iran dans le cadre de sa reconstruction, mais ça va être long. Donc, dans tous les cas, Israël aura acheté beaucoup de temps. Alors, quand même, peut-être une dernière question sur cette domination américaine, cette nouvelle stratégie. Comment on a du mal à comprendre comment les États-Unis peuvent espérer maintenir une domination mondiale s'il abandonne finalement toute maîtrise de l'espace monde et qu'il fait simplement du transactionnel de pays à pays. Comment est-ce qu'on peut maintenir une domination et comment on peut espérer le faire? Ils ont choisi de renoncer à la domination physique au profit, comme je vous l'ai dit, d'accords transactionnels en concentrant la domination physique sur le continent américain et en dominant le monde par la possession des sources d'énergie, parce qu'ils ont quand même beaucoup de sources d'énergie, et par les instruments les plus performants en termes d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, notamment les, euh, les formules d'anthropique supérieures dont l'usage est interdit hors des États-Unis et, et dont l'usage est interdit aux non-citoyens américains. Donc, ils ont une nouvelle vision du rôle des États-Unis dans le monde, dont l'objectif est d'assurer non pas l'hégémonie à tout prix des États-Unis, mais une prospérité américaine avec un moindre coût en termes d'engagement dans le reste du monde. C'est une nouvelle forme d'isolationnisme, pas celui des années 30, mais c'est une nouvelle forme d'isolationnisme. Que peut faire Israël maintenant, selon vous, par rapport à cette nouvelle situation, cette nouvelle configuration? Bah, Israël s'est lancé dans une logique d'autonomisation industrielle et militaire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En termes politiques, Israël n'a pas le choix. Israël est déjà transformé en État paria par le monde entier. Je pense qu'ils vont faire le gros dos et que ça ne les gêne pas plus que ça. Effectivement, bon, c'est un regard un peu terrifiant, je dirais, par rapport à ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que l'idée qu'il y ait un sens à un combat moral, on va dire, peut-être au-delà des intérêts, ça n'existe, ça n'a jamais existé ou ça n'existe plus. Éric Michaud. Ça a existé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, fallait mettre à bas le nazisme. Pendant la guerre froide, il fallait mettre à bas l'URSS. Aujourd'hui, les États-Unis disent clairement, nous n'allons mettre à bas personne. Nous nous occupons de nos intérêts, nous économisons notre argent, nous investissons uniquement dans ce qui nous rapportera le plus. Et investir dans des guerres lointaines ne nous rapporte pas assez pour que nous le fassions. Au contraire, ça nous coûte. Donc, on laissera les autres le faire. C'est tout. Est-ce que vous Mais pensez, ce que je vous dis n'est pas une interprétation. C'est le discours officiel de la doctrine de sécurité des États-Unis d'Amérique, telle qu'elle a été publiée l'année dernière. est-ce que c'est pas une stratégie quand même courte, à courte vue, qui a dans le monde, qui a peut-être peu de chances de réussir ou Je pense que c'est une stratégie à courte vue parce que l'être humain n'est pas uniquement fait d'intérêt. Au contraire, les grands moteurs de l'histoire sont le plus souvent des passions. Mais c'est la stratégie d'hommes d'affaires qui n'ont pas l'expérience de la politique et qui ne croient pas au pouvoir de l'idéologie. N'oubliez pas ce que disait Lénine à propos des capitalistes. Ils vendraient la corde pour les pendre. Merci beaucoup, Éric Michoulan. Merci infiniment de nous avoir rendu cette situation plus intelligible, même si c'est au prix, même si c'est au prix quand même, disons, d'un choc un peu moral que l'on peut avoir par rapport à cette vision des intérêts qui sont en jeu et qui explique malgré tout, effectivement, en tout cas, qui rendent compte de ce que l'on peut percevoir. Merci infiniment. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.